Allô, Karine? Hello! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Ben, rien, ça me fait plaisir. Moi, j'avais déjà lu ton livre. Mais là, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, dans le fond, Karine Paiement, je suis diététiste nutritionniste. Je suis co-autrice du livre Manger, bouger intuitivement que j'ai écrit avec mon amie et collègue Geneviève Nadeau. Puis je suis aussi doctorante en sciences de l'activité physique à l'Université de Montréal et chargée de cours également à l'Université de Montréal. OK, t'es occupée, là. Un petit peu, un petit peu. Puis, mais là, j'ai une question. T'as fait, dans le fond, le bac en nutrition, puis après ça, Ouais. t'es allé faire une maîtrise? Une maîtrise exactement en sciences d'activité physique. Puis là, je fais aussi mon doc en OK. sciences d'activité physique. Très nice. Félicitations. Puis c'est quoi qui t'a amené à faire comme... Aller vers là? Ouais, l'activité physique. Bien, dans le fond, c'est qu'au début, quand j'ai voulu commencer ma pratique comme nutritionniste, j'ai démarré Endorphine Nutrition Sportive, puis je voulais, dans le fond, aller chercher plus de connaissances sur la nutrition sportive, donc la performance sportive. Donc, au début, c'était vraiment ça, m'aligner, d'aller faire une maîtrise, d'aller chercher plus de connaissances. OK. Puis là, bien, en commençant à travailler avec une clientèle plus sportive, j'ai réalisé que les troubles alimentaires ou les relations de troubles avec la nourriture, c'est quelque chose qui était quand même assez présent. Ouais. C'est de là que je me suis intéressée à l'approche intuitive. Puis là, bien, mon doc, c'est oui encore en sciences d'activité physique, mais l'activité physique, c'est assez large. Donc Ouais. là, c'est plus l'approche intuitive de l'activité physique. Je comprends. Parfait. Notre prochain épisode va quand même parler de ça, parce qu'on va faire 2 épisodes ensemble. Puis le prochain va parler de ça. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on aborde le sucre. Je me suis tellement fait parler de ce sujet-là, puis je me suis fait vraiment demander. Puis beaucoup le sucre en lien avec l'impact sur le stress, l'impact sur le sommeil, l'impact sur... Les gens, ils ont entendu parler sur Instagram, les courbes, puis tout ça. Puis là, je veux vraiment qu'on plonge dans le sujet avec quelqu'un qui se connaît. D'abord, peux-tu m'expliquer ta définition du stress pour qu'on mette les bases, là? Bien, dans le fond, le stress, c'est quelque chose qui est souvent perçu comme étant négatif, mais qui, techniquement, est utile, même que c'est nécessaire à notre survie. Donc, il faut garder en tête que le stress, c'est une réponse physiologique. Donc, tu sais, quand on sent nos palpitations cardiaques, bien, palpitations, c'est peut-être un peu fort, là, mais notre fréquence cardiaque qui augmente un peu, Ouais. qu'on commence à avoir un peu chaud, qu'on manque peut-être un peu de salive. Donc, c'est vraiment une réaction physiologique à un agent stresseur, donc quelque chose qui menace de façon réelle ou hypothétique notre santé, notre intégrité. Donc, c'est vraiment quelque chose que si on n'en a pas du tout, bien, on ne se préparera jamais à nos examens, on ne va pas se préparer à notre événement sportif, on ne va pas s'entraîner, on va être vraiment trop smooth, si je peux utiliser l'anglicisme. Ouais. Et à l'inverse, bien là, si tout me stresse, si je vois des mammouths partout, que je me sens attaquée de toutes parts, puis que j'anticipe plein de situations, bien là, ça peut également être problématique. Donc, souvent, on entend plus de volets négatifs du stress chronique, d'être tout le temps trop stressé. Ouais. La réalité, c'est que ça a un effet positif. Puis d'être stressé, ça peut aussi être négatif. C'est vrai, hein? Il y a des gens qui sont... Moi, je pense que je vis des stress, mais moment présent, là. Tu sais, dans le sens très... comme mon verre d'eau, il est là, je suis comme, oh, ma main est trop proche. J'ai comme un petit stress de... Ouais. Mais je vis pas, je pense, le stress d'être stressé. Mais je pense que j'ai vécu beaucoup, mettons, dans le sport, les petits stress pré-départ, ouais. pré-match, pré-départ, puis tout ça, mais c'était plus, moi je le vois surtout comme une boule d'excitation, plus qu'une boule de nervosité. Oui, puis c'est là que ça peut être positif, puis que ça peut effectivement contribuer à notre performance. Tu nommes le sport, ça peut être aussi des gens plus dans le milieu de l'art, c'est comme des humoristes ou des artistes qui vont avoir le petit trac avant d'embarquer sur scène. Ce n'est que positif, à la limite, c'est même plaisant, parce que tu sais que tu t'en vas comme te challenger d'une certaine façon, mais c'est quand que ça te donne mal au ventre, puis que ça t'empêche de performer ou d'aller faire ce que tu as à faire, que là, ça peut devenir négatif. Oui, je comprends. Puis, mettons, quand on parle de sucre, pourquoi ça a un impact sur le stress? Bien, mon Dieu, c'est quand même large. On va essayer de raffiner un peu la question. C'est que dans le fond, est-ce qu'on parle de la relation que j'ai avec le sucre, puis que là, j'en mange, puis que je me sens coupable d'en manger? C'est une bonne question, par exemple. Mais ça peut être... On va commencer par celle-là. OK, allons-y avec celle-là en premier. Allons-y avec celle-là. Bien, effectivement, si... parce que, tu sais, les messages en santé publique, ils n'ont pas le choix d'être généraux puis de s'appliquer à la population en général. Donc, c'est vrai que de consommer trop de sucre raffiné, trop d'aliments transformés, généralement, c'est pas optimal pour la santé. Mais après ça, ce que ça peut venir causer, c'est que les gens sont anxieux de manger des aliments qui contiennent du sucre, alors que le sucre, c'est une source d'énergie. Tu sais, tout est une question de contexte. Tu parlais de performance sportive, d'événements sportifs. Ça en prend du sucre dans un événement sportif. J'en mange genre en carré, tu manges des jujubes, tu manges... Exactement. Fait que, il y a tout le temps l'aspect contexte, mais ça peut faire en sorte que les gens
intègrent ce message-là comme étant bon, on ne devrait jamais manger de sucre, puis là, vont s'empêcher d'en manger ou vont se sentir coupables d'en manger. Donc, la relation qu'on va avoir avec cet ingrédient-là ou cet aliment-là, si on parle d'aliments qui sont très sucrés, ça peut venir impacter le comment que je vais avoir du plaisir à manger cet aliment-là, puis la relation que je vais avoir par rapport à cet aliment-là, est-ce que je vais me permettre d'en manger? Puis quand je me permets d'en manger, bien, est-ce que ça fait en sorte que je me dis, tant qu'à avoir mangé un biscuit ou un morceau de gâteau, peu importe, bien, tant pis, je recommencerai à faire attention demain, puis là, on va perdre le contrôle, puis ça va pas avoir un effet positif, là, finalement. Je comprends. Ça serait quoi une solution pour ne pas être stressé, justement, de consommer du sucre? Bien, la première chose, c'est de comprendre l'impact que le sucre a ou qu'est-ce qui est plus de la désinformation, qu'est-ce qui est plus un mythe, par exemple. Donc, de comprendre que le sucre, c'est pas notre ennemi, en ce sens où il n'y a pas d'aliments qui sont nécessairement mauvais, comme il n'y a pas d'aliments qui sont parfaits. C'est la dose qui fait le poison, puis le poison, c'est peut-être un peu fort, là, mais c'est vraiment la fréquence puis la quantité qu'on va en consommer qui peut devenir problématique. Donc, c'est de comprendre que le sucre, ça a un effet, oui, sur le niveau d'énergie qu'on a. C'est vrai que si j'en mange trop puis que j'ai pas, par exemple, de fibres ou de protéines qui ralentit la digestion, que c'est vrai que je peux avoir un pic de glycémie, puis c'est souvent ça qu'on va voir sur les réseaux sociaux, là, ces fameux les pics de glycémie, de cortisol, etc. Donc, c'est vrai que ça peut avoir une influence. Par contre, si je comprends justement qu'est-ce que je peux faire pour aider à un petit peu plus moduler l'impact puis accepter que des fois, bien, c'est correct que ma glycémie, elle augmente puis elle redescende par la suite, c'est de reconnaître justement qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens comme ça. Bien, c'est parce que j'ai mangé tel aliment, parce que on peut reprendre l'exemple de la course. Et je pensais aller courir, finalement, il y a un orage qui éclate, puis je décide de ne pas y aller. Puis là, j'avais pris mon petit, je sais pas, muffin qui n'a pas de fibre dedans, puis qui est full sucré, purée de date, all the way. Bien, ça se peut que là, j'ai une petite montée de ma glycémie, puis qu'au lieu d'aller bouger pour faire rediminuer cette glycémie-là, bien, finalement, elle reste un petit peu plus élevée. Bien, c'est correct. Techniquement, mon corps, à moins que j'ai une condition médicale particulière, puis là, on fera un trigger warning, on s'entend, mais à moins que j'ai une condition médicale particulière, mon corps, il est fait pour se réajuster. Donc, quand c'est ponctuel, c'est une question d'accepter que notre corps est capable de se moduler par lui-même, puis ce qui est problématique, c'est la récurrence à laquelle on va aller dans les excès. Puis là, bien, si j'essaie trop de me restreindre, c'est là que plus souvent, les gens vont avoir tendance à faire le fameux... l'alternance entre la restriction et l'excès. Puis c'est ça qui est plus problématique que le sucre tout seul isolé. Parce que là, moi, j'étais stressée parce que moi, je mange du sucre à chaque jour. Mais pour vrai, moi, j'en mange à chaque jour. Vraiment, là, comme je mange un truc sucré là, qui est comme considéré comme certaines personnes, genre mauvais, là, à chaque jour. Puis je m'en empêcherai jamais. C'est comme ça qui fait en sorte que je pense pas que j'ai... le binge eating, c'est une vraie maladie, là, une vraie... Puis j'ai jamais tombé dans cette vraie maladie-là. J'ai pas non plus tombé dans le juste avant, qui est pas considéré comme une maladie. J'ai jamais été une personne qui a comme fait tout ou rien, là. Parce que justement, je suis comme... Je sais qu'il y en a encore demain, puis je peux en manger tous les jours, puis c'est pas grave. Puis, tu sais, souvent, on me demande, tu sais, qu'est-ce que tu manges pour que ça... Puis je suis comme, ben, tous les jours, c'est différent. Puis tous les jours, il y a du sucre dedans. Puis je suis pas stressée de l'impact que va avoir le sucre sur mon corps. Puis on dirait que je fais même pas non plus, tu sais, de le mettre dans un moment de ma journée précis. C'est vraiment quand j'en ai envie. Mais y a-tu des moments que tu privilégierais comme d'en manger ou tu irais vraiment selon les envies de la personne? Bien, c'est sûr que étant une fan de l'approche intuitive, tu te douteras que je vais y aller plus avec la perception de la personne, ses préférences, etc. Mais si on prend quelqu'un, par exemple, qui s'est tout le temps restreint puis qui s'est tout le temps empêché de manger des aliments plus sucrés, bien, on peut pas nécessairement aller du jour au lendemain puis se dire « Ah ben oui, free for all, j'achète plein de desserts, plein de chocolat, plein de tout », parce qu'il y a une charge émotionnelle liée avec cet aliment-là. Ça peut être anxiogène juste de savoir qu'il y en a dans notre garde-manger. Donc, si je suis dans un contexte où j'essaie de réintégrer graduellement puis de libéraliser, si on veut, mon alimentation, bien là, il peut y avoir des contextes où on va essayer de le faire de façon plus, on va dire, encadré ou c'est plus sécuritaire, c'est de le faire avec quelqu'un en qui on a confiance, qu'on se sent bien, pour pas être isolé au moment où on va réintégrer ces aliments-là qui peuvent être stressants. Donc, dans un contexte comme social, mettons? Exactement. OK, parfait. Puis, là, j'avais des petites questions de ma communauté, fait qu'on va quand même les prendre, parce que sinon, je pourrais parler sans jamais leur poser les questions. Fait que, on me dit, quel sucre choisir pour éviter le down quelque temps après avoir consommé un aliment ou une collation quelconque sucrée? C'est une question qui revient souvent. Dans le fond, il y a l'aspect de l'indice glycémique. Tu as peut-être déjà entendu ça. C'est la rapidité à laquelle un sucre va faire augmenter notre glycémie, fait que notre taux de sucre sanguin.
La réalité, c'est que oui, ce chiffre-là existe pour les aliments de façon individuelle, mais la réalité, c'est que quand on mange, c'est rare qu'on mange un aliment tout seul. Puis la réalité aussi, c'est qu'on a tous des métabolismes qui sont différents. Puis selon ce que j'ai mangé, mon état d'hydratation, mon sommeil, mon stress, etc., il y a vraiment beaucoup de facteurs qui vont venir influencer ça. Donc, il n'y a pas un sucre à privilégier. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est de prendre le temps de bien mastiquer, de s'assurer que nos aliments contiennent aussi des fibres puis des protéines. Fait que si je fais mes petits muffins maison, ben peut-être d'essayer d'intégrer des graines de lin, des graines de chia, de la farine entière, etc. Donc, c'est plus qu'est-ce qu'on va manger autour que l'ingrédient, le sucre en soi. Je comprends. T'sais, oui, la purée de dattes contient un peu plus de fibres que le sucre blanc, mais soyons réalistes, des fois, c'est plus pratique d'avoir du sucre blanc puis de la cassonade dans notre garde-manger, donc à voir. Là. On aime quand même mieux un muffin fait maison avec du sucre blanc que le muffin du restaurant du commerce qui est peut-être plus riche en sucre puis en gras, qui est peut-être moins le fun à manger juste avant d'aller courir. Là. C'est ça. Puis de prendre aussi conscience quand on cuisine, on prend comme conscience des quantités aussi. C'est ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Puis là, tu as dit justement les protéines puis les fibres. C'est quoi que les protéines puis les fibres viennent avoir comme impact sur le sucre? Dans le fond, c'est que ça va ralentir la digestion, ça va ralentir le fait que le sucre va rentrer moins vite en circulation, donc ça va faire en sorte que ma glycémie va monter moins rapidement. Puis l'aspect de down qui suit quand on mange quelque chose de très sucré, c'est que quand ma glycémie elle monte rapidement, ben mon corps va sécréter de l'insuline pour rétablir, parce que notre corps il aime ça être en équilibre, là, donc s'il sent qu'il y a un déséquilibre, il va vouloir faire rentrer le sucre dans les cellules, puis plus la glycémie elle a monté rapidement, plus il va y avoir une plus grosse dose d'insuline qui va être sécrétée, puis plus ça va redescendre rapidement, mais ça peut faire en sorte que ça redescend plus bas que le niveau d'énergie que j'avais initialement. C'est pour ça qu'il y a comme le petit down qui s'ensuit. Je comprends. Puis là, moi, j'ai souvent entendu je sais pas si c'est un mythe ou une réalité, de ne pas manger sucré pour déjeuner. Moi, je mange sucré pour déjeuner tous les jours. Genre, c'est vraiment rare que... Tu sais, ça m'arrive là, de manger des toasts aux avocats avec œufs, là. Mais généralement, je suis une fille de crêpes, de gruau, de yogourt, de smoothie. Puis qu'est-ce que tu mets dans tout ça, mettons? Je vais mettre du sirop d'érable, je vais mettre du beurre d'arachide. Beurre d'arachide, mon Dieu, je suis fan de beurre d'arachide, c'est épouvantable. Sur chacune de mes crêpes ou gaufres, je mets du beurre d'arachide. Je vais mettre des petits fruits. Mais dans ma crêpe, je la fais moi-même. Là, fait que je mets comme ma graine de chia, je mets ça dedans. Je mets plein de choses, mais je mange vraiment rarement des déjeuners salés. Mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faudrait manger salé? Ou en fait, pourquoi faudrait... C'est quoi, c'est un mythe ou c'est pas un mythe? Ou... Oui, bien, dans le fond, c'est un peu un mythe en ce sens où, d'habitude, quand on va entendre ça, c'est parce que les gens ont mangé 2 toasts pain blanc avec de la confiture, puis que c'est peut-être pas très rassasiant. Donc, faut pas voir le sucre comme étant quelque chose qu'il faut enlever, mais plus qu'est-ce que je peux ajouter autour pour que mon déjeuner soit plus rassasiant au final. Fait qu'il soit sucré ou salé, mon déjeuner, ce que je veux, c'est quand même aller chercher un petit peu de fibres et de protéines, ce que tu fais via, justement, les graines de chia que tu mets, le beurre d'arachide que tu mets. Le gras aussi, ça va ralentir la digestion. Donc, le fait que ton déjeuner, c'est pas juste une crêpe de farine blanche avec du sirop d'érable, bien, probablement que c'est ça qui fait que ça te tient plus longtemps. Mais tu sais, un déjeuner, si je reprends l'exemple de toast blanche avec de la confiture, c'est pas la fin du monde d'en manger. Si c'est ça que j'ai envie une fois de temps en temps, puis que, tu sais, il y a aussi l'aspect que si je m'en vais m'entraîner, bien, je veux pas manger quelque chose qui est trop rassasiant non plus. Ça. Fait que, tu sais, si j'ai faim avant d'aller courir, puis que je décide que, bien, je vais me faire une petite toast à confiture, puis je compléterai mon déjeuner au retour avec une collation peut-être plus soutenante, bien, c'est tout à fait adéquat aussi. C'est tout le temps une question de contexte. C'est vrai, totalement. Est-ce que le sucre peut avoir un impact sur notre sommeil? Je dirais que oui, mais... Encore une fois, il y a plein de nuances, puis là, ça va être ça, tout l'épisode, là. Je m'en excuse à l'avance, mais, tu sais, si les aliments sucrés que je mange le soir, c'est, par exemple, des jujubes ou peu importe, puis que je les mange devant une série Netflix qui me passionne, puis à la limite est un peu stressante, puis que j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer, bien, c'est-tu vraiment le sucre qui va influencer mon sommeil ou le contexte dans lequel je l'ai mangé? Même chose si je m'étais dit que j'allais faire attention à mon alimentation, puis là, j'ai mangé des aliments qui sont plus sucrés que ce que je voulais me permettre parce que j'ai fait attention toute la journée, puis que là, j'ai un craving le soir, puis que là, je mange des aliments qui sont plus sucrés. Bien, ça se peut que quand je vais me coucher, je vais ruminer le fait que, oh maudit, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait attention. Fait qu'il y a tout l'aspect contexte dans lequel je vais manger ces aliments-là, puis ce que je vais me dire quand je vais aller me coucher qui peut influencer mon sommeil. Cela dit, physiologiquement, c'est vrai que si ma glycémie, elle monte rapidement, ça peut aussi avoir un impact sur la sécrétion d'hormones qu'on va dire qui est liée au stress, comme le cortisol. Et effectivement, ça peut avoir une influence sur mon sommeil, mais ça, c'est vrai si je mange des aliments qui sont très sucrés puis que j'ai pas de fibres, protéines, etc., qui va faire en sorte que mon petit muffin sucré, s'il y a des protéines puis que je l'accompagne de d'autres choses, bien, il n'y aura pas ce même effet-là. Donc, des fois, on parle de sucre, puis là, on l'a peut-être pas défini clairement, mais tu sais, les sucres
des fois, les gens vont penser au pain, pâte, patate, tu sais, les glucides. Mais si on parle de sucre, on va plus parler de sucre simple quand on parle de la glycémie qui fluctue rapidement. Donc, sucre simple étant plus sucre blanc, cassonade, les fruits, etc., versus tout ce qui est plus de l'amidon, les sucres complexes comme les pains, pâte, patate. Bien ça, la glycémie, elle va varier plus graduellement qu'avec des aliments qui ont plus un goût sucré, généralement. Fait que peut-être une petite parenthèse qu'on aurait pu faire au début, mais voilà, elle arrive maintenant. OK, je comprends. Fait que c'est vraiment, encore une fois, le fait de mettre des choses autour. Fait que si, mettons, moi, je mange avant de me coucher souvent du yogourt avec des fruits, des petits pépites de chocolat, mais vu que j'ai du yogourt dans mon... ça vient un peu balancer, puis ça vient comme m'aider. Exactement. OK. Les fameux aliments là, sans sucre. Oui. Puis le sucralose, puis ces choses-là. Là, ça aussi, c'est un monde un peu non connu, là. Quand un aliment est considéré comme sans sucre, mais qui goûte sucré, est-ce que c'est généralement à cause du sucralose? Y a-t-il d'autres choses qui peuvent être mis là-dedans? Oui, mais dans le fond, ça va être les édulcorants. Tu sais, sucralose, il y a aussi l'extrait de stevia qui a gagné beaucoup en popularité dans les dernières années. En fait, c'est que c'est des édulcorants qui vont... La molécule, elle est très, très similaire à la molécule du glucose, par exemple, mais il y a comme une petite twist moléculairement parlant qui fait en sorte qu'on n'absorbe pas. Donc, oui, elle contient de l'énergie en théorie, cette molécule-là, puis elle goûte sucré, puis elle a souvent un pouvoir sucrant qui est beaucoup plus élevé, fait que ça goûte très, très, très sucré pour une petite quantité. Mais on ne va pas l'absorber, donc elle ne va pas fournir de calories. Donc, c'est ça que des fois, l'industrie aime mettre de l'avant parce que, bien, c'est ça, on a tendance à vouloir réduire nos apports en calories parce qu'on est dans une société où on fait attention, etc. Fait que c'est des aliments qui vont être sucrés avec des ingrédients qui ne vont pas influencer notre glycémie. OK. Donc, cette prémisse-là fait en sorte que, bien, on devrait tout le temps manger ça. On aurait le goût de jamais influencer notre glycémie puis que ce soit tout le temps, tu sais, une belle une ligne calme, là, c'est ça, que ce soit plus stable. Mais la réalité, c'est que les édulcorants, ça fait pas si longtemps que ça qu'on les étudie. Là. Ça fait plusieurs décennies, mais en sciences, en recherche, ça prend beaucoup de temps avant de pouvoir statuer sur les effets à long terme. Et là où on en est par rapport aux édulcorants, c'est que les quantités qui sont permis d'être ajoutées dans les produits au niveau alimentaire, puisqu'on peut consommer comme individuellement chez nous à la maison, bien ça, c'est régi pour que ce soit sécuritaire. Mais ce qui n'est pas, mettons, ce qui n'est pas autant clair, c'est si moi, chez nous, je prends plein de produits, puis que chacun de ces produits-là, individuellement, il est considéré comme sécuritaire, mais que je le vois des fois en pratique clinique, tu sais, les fameux jujubes sans sucre, là. Bien, tu sais, ça, la petite portion, effectivement, elle est considérée comme sécuritaire. Mais si j'ai un binge puis que je me clenche 4 paquets de ces jujubes-là, bien, on ne sait pas nécessairement à long terme qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, mais à court terme, ce qu'on sait, par exemple, c'est ce que les gens me rapportent, c'est que c'est des polyols, souvent, qu'il y a là-dedans. Là, c'est comme un des types d'édulcorants, que quand tu en manges trop, ça peut causer des troubles digestifs, genre diarrhée fulgurante. Fait que, tu sais, il y a des risques à long terme qu'on ne connaît pas. Fait que clairement, c'est poison pour ton corps. Si ton corps réagit avec de la diarrhée fulgurante. Bien, en fait, c'est que c'est un appel d'eau. Tu sais, c'est comme l'osmose, c'est comme trop concentré. Vu qu'on ne le digère pas, qu'on ne le métabolise pas, bien, comme ça reste dans le tube digestif. Fait que c'est le genre de produit que c'est pas de les diaboliser, mais c'est plus de réaliser que faut pas se donner bonne conscience en prenant ça en se disant il n'y a pas de sucre, c'est correct, puis d'en manger plein, puis de ne pas se poser de questions. Tout est dans la modération, tout est dans la fréquence, la quantité, etc. On revient à ça, qui est quand même la prémisse à tout. Mais il faut garder en tête qu'on ne le sait pas à long terme, ces produits-là. Puis, encore une fois, ça se peut que moi, si je bois 2 litres de boissons gazeuses par jour puis que j'aimerais ça réduire, mais c'est peut-être pas réaliste de me dire à partir de maintenant, je bois 2 litres d'eau. Non. Peut-être que je vais y aller graduellement en réduisant. Peut-être que je vais intégrer une boisson diète qui est plus avec des édulcorants puis que, ultimement, si j'ai un pré-diabète ou que j'ai un diabète diagnostiqué, bien, peut-être que ça va améliorer le contrôle de ma glycémie. Donc, il y a des contextes où ça peut être bénéfique, mais plus souvent qu'autrement, ça entretient le goût pour le sucré. Donc, ce qu'on veut, c'est plus réduire graduellement puis s'habituer que les aliments, ils goûtent bon. On n'a pas tout le temps besoin d'ajouter full de sucre, que ce soit savoureux. Fait... Mais c'est peut-être parce que des fois, tu n'aimes juste pas ça. Tu sais, le monde qui boit du café, mais finalement, du café, ils mettent comme... 8 tasses de sucre par tasse de café. Mais je suis comme, t'aimes pas le café, arrête. Genre, arrête de vouloir boire du café noir, t'aimes pas ça. Genre, trouve-toi une autre façon de t'énergiser, là, parce que, comme, clairement, c'est pas fait pour toi. Là. Fait que ça, c'est une autre chose. Là. Je me dis, si t'aimes pas quelque chose, fais juste... Oui, puis, tu sais, il y a des cafés, tu sais, mettons, si on prend les chaînes style Starbucks, etc., tu sais, il y a des cafés qui, effectivement, sont super sucrés, mais sont très bons au goût, puis que le rôle de cet aliment-là, c'est, moi, une sortie avec mon chum, l'été, sur une terrasse, on va se prendre un frappuccino ou je sais pas quoi. Bien, si c'est de temps en temps,
tout à fait adéquat. Mais si à chaque matin, avant d'aller travailler, je passe au service à l'auto puis que je me colle le grand café extra sirop... Cappuccino glacé du Tim Hortons. Exactement, extra sirop, extra tout, bien, c'est là que ça devient problématique. Oui, je suis d'accord. Je comprends ce que tu veux dire parce que tout est une question de modération. Comme moi, mon sucre à chaque jour, j'en prends chaque jour. Mais c'est pas quelque chose de comme ultra sucré. C'est pas un frappuccino, mettons, que je prends chaque jour. Là, ben, de toute façon, j'aurais la misère à le digérer, je pense. D'ailleurs, c'est quoi que ça a comme impact sur la digestion quand on prend quelque chose de trop sucré? Comme une grosse dose de sucre en même temps. Là. Bien, en fait, c'est que ça dépend qu'est-ce qu'il y a autour. Tu sais, si je prends juste du sucre, c'est super facile à digérer le sucre. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est ça la source d'énergie qui est préférée durant un effort physique, parce que c'est super facile à digérer. Donc, si je prends, je sais pas, une gorgée de sirop d'érable, bien, j'aurais pas de trouble digestif. Tu sais, si je cale une grande quantité de sirop d'érable, peu importe, je vais pas nécessairement avoir de troubles digestifs, à part si... puis là, c'est peut-être une grosse parenthèse que je vais faire, mais les FODMAP, as-tu déjà parlé de ça sur le balado? Ben, je n'ai pas parlé, mais je pense que les gens, ils savent un peu... OK. Fait que, ça dépend quel type de sucre. Il y a des sucres qui sont fermenticibles, donc certaines personnes peuvent être sensibles à ça, mais c'est pas tout le monde. Ou là, je peux avoir des symptômes digestifs, mais si je prends des sucres plus... justement, le sirop d'érable ou du sucre blanc, peu importe, c'est super facile à digérer. Donc, normalement, il n'y a pas tant de difficultés de digestion, mais c'est plus que ce que je vais manger autour, puis c'est ma tolérance individuelle, par exemple, au FODMAP, qui peut avoir un impact. Je comprends. Quelqu'un qui dit « Comment arrêter les rages de sucre en soirée malgré une alimentation équilibrée dans la journée? » Elle dit « As-tu d'autres astuces que de simplement changer les habitudes en soirée ou de méditer? » C'est bon comme question parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent justement en clinique, là, en nutrition. Qu'est-ce que la définition d'alimentation équilibrée? T'sais, la personne mentionne qu'elle a déjà une alimentation équilibrée. Bien, des fois, quand on creuse un petit peu, les gens croient avoir une alimentation équilibrée, mais ils ont tout coupé les pains, pâtes, patates, ils ont tout coupé les glucides. Puis, bien, notre corps, c'est une machine qui est très, très, très bien faite, qui va aller au-delà de nos besoins sans même qu'on s'en rende compte. Fait que si je mange pas assez de glucides dans ma journée, donc d'une certaine façon de sucre, bien, mon corps, rendu au soir, il va me donner envie de manger des aliments sucrés parce que c'est des aliments, comme on l'a dit plus tôt, c'est des glucides plus simples, donc plus rapides. Donc, je vais aller chercher plus rapidement mon déficit que j'ai eu dans la journée. Donc, la première chose, ce serait de voir est-ce que réellement mon alimentation elle est équilibrée. Est-ce que je réponds à mes besoins en énergie? Parce que, encore une fois, les glucides, les sucres étant une source d'énergie rapide, bien, même si je mange assez de glucides dans ma journée, si je mange pas assez overall, pas assez d'énergie, pas assez de calories, bien, ça se peut que ça vienne justifier le pourquoi j'ai des rages de sucre en soirée. Après ça, est-ce que mon alimentation est assez riche en fibres et en protéines pour l'effet plus stabilisant de la glycémie et de la faim? Puis, est-ce que c'est aussi une habitude qui est ancrée depuis longtemps? Parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres d'habitude. Fait que si j'ai fait l'association, même si c'est inconscient, mais qu'à chaque fois que j'arrive chez nous, le stress de la journée retombe, puis que j'ai pris l'habitude de m'asseoir devant la télévision avec mon petit bol de chips ou mon petit bol de jujube ou peu importe, bien, ça se peut que ça me mette dans cet état-là. J'ai peut-être même pas besoin de glucides, mais parce que d'habitude... créer l'habitude. Exactement. Fait que c'est de déconstruire un petit peu cette habitude-là. Mais c'est de voir est-ce que je veux vraiment m'empêcher d'avoir cette rage de sucre-là ou est-ce que cette rage de sucre-là traduit un besoin que je réponds pas dans la journée. Fait qu'il y aurait comme ces deux choses-là à vérifier. Oui, parce que j'ai l'impression que moi, c'est ça qui me fait que j'ai pas besoin de sucre le soir, c'est que j'en mange dans le jour, justement. Puis j'en mange à... moi, ma collation, mettons, du matin, là, c'est souvent sucré. C'est souvent un truc sucré. Fait que je n'ai pas tant besoin quand arrivé le soir. J'ai eu ma dose. Genre, je suis comme satisfaite. Je pense que les gens s'empêchent de se satisfaire toute la journée. Puis ils sont comme fiers d'eux. Mais au final, c'est pas ce qui est équilibré, finalement. C'est ce qui est plate. Oui, puis tu sais, si tu arrives le soir, puis ta rage de sucre, justement, vu que c'est une rage, tu manges plus rapidement, sans prendre le temps de savourer, puis en te sentant coupable, mais tu permets même pas à l'aliment qui était censé peut-être te faire du bien, te permettre effectivement de décrocher après ta journée de travail. Bien, tu lui permets pas de faire ça. En plus, tu ajoutes une couche de culpabilité par-dessus. Fait que peut-être de prendre aussi le temps. Tu sais, c'est pas nécessairement de le couper, mais si j'en mange, bien, peut-être de prendre le temps de le savourer puis de l'apprécier plutôt que de le faire en regardant la télé puis en faisant autre chose sur le pilote automatique. C'est vrai, tout à fait. OK, on a parlé de la courbe de glycémie puis tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment comment, mettons, notre corps va réagir aux différents types de sucres? Fait que quand on va mettre, mettons, des sucres plus comme amidon puis tout ça, puis quand on va mettre des sucres plus raffinés, comment notre corps va réagir différemment à ces différents sucres-là? Bien, dans le fond, mettons, si on parle de glucides simples, bien, c'est des molécules qui sont presque déjà prêtes à passer dans la circulation sanguine. Donc, je vais les manger
ça va se diriger dans mon tube digestif, puis ça va passer en circulation sanguine. Puis là, ben, mon corps, en voyant la glycémie augmenter, va généralement plus rapidement sécréter de l'insuline pour le faire rentrer dans les cellules. Parce que du sucre en circulation, mon corps veut tout le temps que ce soit à un certain taux en particulier pour qu'il soit en équilibre. Après ça, si je prends des aliments qui sont plus des glucides plus complexes, bien là, au lieu d'être une ou deux molécules ensemble qui se digèrent assez rapidement, bien, ça va être une chaîne de molécules. Donc, il faut qu'au niveau de mon tube digestif, que j'aille couper finalement ces petits liens-là entre chacune des molécules. C'est ça qui fait que ça prend un peu plus de temps, puis que ça fait qu'ils passent un petit peu plus graduellement une à la fois en circulation sanguine. Donc, ma glycémie monte plus graduellement, etc. Puis là, ben, après ça, tout ce qu'il y a autour peut aussi ralentir la digestion. Ouais. Si je suis bien hydratée aussi, ça peut avoir un impact. L'hydratation, c'est quand même un élément qui est assez important à privilégier. Puis, la question, c'était l'impact que ça a. Oui, ça a sur ton corps, comment que notre corps réagit à ces différents types de sucres-là. Mon Dieu, comment il réagit? Mais est-ce que, mettons, ça se pourrait qu'il soit, au niveau du stress surtout, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur notre stress, comme si je suis déjà, mettons, en situation stressante, puis là, je me dis, je vais juste comme me prendre un petit truc à manger, mettons, prendre quelque chose de super sucre raffiné, ou versus quelque chose comme un sucre qui serait plus complexe. Est-ce que ça va avoir un impact différent sur mon corps, sur mon stress, par exemple? OK. Bien, si je vais avec celui qui me fait un pic d'insuline un petit peu plus rapide, bien, lui, effectivement, ça peut faire en sorte que je sécrète un peu plus de cortisol. Donc, ça peut avoir un peu un impact sur mon stress. OK. Versus celui que ça va être plus graduel, où ma glycémie va augmenter de façon plus graduelle. Donc, l'impact va être moins grand sur le stress. Mais après ça, si le fait de manger des bonbons, là, je reprends souvent les bonbons, mais c'est lui qui me revient en tête, ou des fruits séchés pour avec une version moins transformée. Mais si ça, moi, ça me permet de sécréter un peu de dopamine en même temps, parce que c'est, dans le fond, le fait qu'on aime le sucre, généralement, c'est que c'est satisfaisant, exactement. Fait qu'on sécrète de la dopamine, ça nous fait du bien. Fait que c'est là de trouver son équilibre. Il n'y a pas une seule façon de bien réguler notre stress. On est tous des individus différents, puis ce qui marche pour moi aujourd'hui peut ne pas fonctionner pour moi demain. Donc, c'est de voir c'est quoi mes stratégies si je sais que je me prépare pour un examen, par exemple. Bien, c'est quoi la stratégie qui fonctionne pour moi? Est-ce que c'est de manger, puis de manger sans me culpabiliser, ou est-ce que c'est d'aller prendre une marche? Est-ce que c'est d'aller me brûler dans un entraînement qui est plus intense? C'est de voir qu'est-ce qui fonctionne pour moi, puis l'aliment, peu importe de quel aliment on parle, c'est un outil dans mon coffre à outils à considérer. Ouais. Donc, des fois, on a l'impression que de manger nos émotions, c'est tout le temps mal. La réalité, c'est que c'est vrai que ça nous fait du bien, sinon on le ferait pas. L'être humain, on est attiré vers des choses qui nous font du bien, mais c'est quand c'est tout le temps ça, puis qu'après ça, on se sent encore plus mal, que ce soit physiologiquement parce qu'on en ressent les symptômes ou psychologiquement parce qu'on se sent coupable de l'avoir fait, c'est là que ça peut devenir plus problématique. Ou comme quand tu disais que c'était une habitude, tout simplement. J'associe émotions différentes à automatiquement, je vais manger de la crème glacée, mais c'était juste une habitude. C'est pas nécessairement quelque chose que tu as vraiment besoin pour te réconforter. Peut-être que tu l'as juste associé. Oui, puis gardons en tête aussi que, tu sais, quand j'ai faim, les aliments vont goûter meilleur. Fait qu'il y a ça aussi à considérer. T'sais, si je veux manger, mettons, de la crème glacée, j'ai acheté ma petite Häagen-Dazs, puis qu'elle m'a coûté 8 $ le petit pot, mais je veux la savourer, puis je veux qu'elle vale la peine, entre guillemets. Fait que ça vaut quand même le coup d'attendre d'avoir faim pour en bénéficier pleinement versus de le manger sur le pilote automatique puis de pas vraiment la savourer. C'est tellement vrai, ça. C'est fou comment j'apprécie plus les aliments quand j'ai faim, là. Oui, vraiment. En fait, j'en parle plus. Je vais parler de la nourriture, je vais parler de mon plat. Oui, mettons que je reviens d'une rando, puis que je commence à avoir faim, puis là, je suis dans l'auto avec mon ami, puis que là, on jase de qu'est-ce qu'on mangeait pour souper. Ouais. Bien là, comme on est vraiment mindé. Puis là, j'arrive chez moi, puis c'est genre la meilleure chose que j'ai jamais mangée de ma vie, alors que c'est peut-être un plat que je cuisine tout le temps, puis qui n'est pas si extraordinaire que ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai. Ouais. Après, je remarque ça quand je vais au restaurant. Parce que souvent, quand je vais au restaurant, t'as faim. Ben, j'ai super faim parce que, tu sais, d'attendre, ton cerveau s'est déjà dit, je m'en vais manger. Là, tu as la conduite jusqu'au restaurant. Tu as la consultation du menu. Là, attendre. Puis là, je deviens, moi, quand je suis sur mon assiette, là, build-up. J'ai tellement faim. Mais plus ça fait que j'apprécie peut-être encore plus. Puis c'est peut-être pas si bon que ça, mais comme tu dis, je l'ai buildé. Moi, je suis la personne qui va regarder le menu avant d'aller au resto. Là. Ah, moi aussi. Fait que, tu sais, je build. Mon anticipation est vraiment haute. Là. Mais j'avoue que ça fait que, sûrement, qu'à cause de ça, je l'apprécie encore plus. C'est un bon concept, ça. Il faut peut-être juste faire attention, par exemple, parce que, mettons, si on le build trop, puis qu'on attend d'avoir trop faim, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on mange plus rapidement parce qu'on est affamé, puis que là, on le savoure moins. Pas. Fait qu'il faut trouver le sweet spot. Puis, l'autre chose, j'allais dire, c'est les gens qui se privent avant d'aller justement au resto, des choses comme ça, comme c'est vraiment pas la bonne chose à faire non plus, là, parce que tu vas tomber dans le déséquilibre, puis là, au lieu de manger juste comme
ton repas, tu vas commander l'entrée, le dessert, le ci, le ça, puis c'est peut-être pas ce que ton corps a Ouais. réellement besoin, là. Quelqu'un on me demande comment identifier les sucres cachés dans dans les aliments transformés. Oui. Dans le fond, avant, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça a changé. OK. Avant, les ingrédients, chaque ingrédient qui était dans le fond un sucre ajouté était inscrit individuellement. Fait que ça faisait en sorte que l'industrie pouvait ajouter du glucose, du fructose, du sirop de ci, du sirop de ça. Puis c'était comme tout réparti dans la liste des ingrédients. Puis on avait l'impression qu'il n'y avait peut-être pas tant de sucre que ça. Mais parce que dans le fond, il faut savoir que la liste d'ingrédients, c'est placé en ordre décroissant, là, de ce qu'il y en a le plus au début puis ce qu'il y en a le moins à la fin. Mais maintenant, ils n'ont pas le choix d'écrire sucre avec un S entre parenthèses puis tous les ingrédients, fait que glucose, fructose, sirop de maïs, machin chouette. Fait que maintenant, on cherche sucre. Tu sais, si sucre est au début de la liste, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Sinon, un truc plus simple, c'est... plus simple, tout est relatif. Là. Un autre truc, mettons. Ouais. Si je regarde dans mon tableau de valeur nutritif, il y a sucre puis un nombre de grammes, puis mettons un pourcentage de la valeur quotidienne. Ouais. Le truc, mettons, avec les chiffres, c'est en bas de 5 c'est peu, en haut de 15 c'est beaucoup. Mais il faut garder en tête que les sucres, ça inclut autant les sucres ajoutés que les sucres présents naturellement dans l'aliment. Fait que, mettons, du lactose, c'est un sucre qui est présent naturellement dans le lait, dans le yogourt, etc. Fait que c'est pas parce que le sucre est nécessairement élevé. T'sais, ça dépend. T'sais, si je mange un yogourt grec, c'est sûr que... La même chose pour un smoothie, là. C'est des fruits, généralement. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de sucre. C'est Exactement. pas nécessairement mauvais pour toi. Non. C'est juste à le consommer quand t'en as besoin puis quand t'en as envie, justement. Fait que, tu sais, c'est peut-être à utiliser si je veux comparer, mettons, 2 barres tendres, que les deux, je les trouve bonnes au goût, parce que, tu sais, c'est ça, à un moment donné, il faut aussi pas juste viser la valeur nutritive. Là. Si les deux, je les trouve intéressantes, puis que je veux essayer de réduire ma consommation de sucre, bien là, je peux regarder le tableau de valeur nutritive puis la liste des ingrédients, mais il faut pas virer fou avec ça. Oui, c'est ça. Puis là, une petite question, je sais pas si tu vas le savoir, mais est-ce que les pourcentages puis les valeurs nutritives, ça, c'est quoi, mettons, qui est accepté par, je sais pas c'est quoi, c'est Santé Canada qui vérifie ça, comme, mettons, écart entre la réalité puis... C'est genre 20 C'est ça que j'avais vu. J'ai fait de la technique de diététique avant le bac en nutrition. Fait que, je n'ai pas regardé récemment si ça avait changé, pour être bien honnête. Mais à mon souvenir, c'était autour de 20 la marge d'erreur. Fait que c'est quand même beaucoup, là. Oui. 20 là. Fait que tu compares 2 barres tendres, mais si tu fais plus 20 à une, moins à 20 à l'autre, de quoi comme ça, ça c'est pourrait... pas si précis que ça. C'est ça. C'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a un lien direct entre la consommation de sucre puis le développement de maladies chroniques comme diabète 2, maladies cardiaques, certains... Bien, il y a mettons... Il y a un risque associé à, fait que ça ne veut pas dire que nécessairement les gens qui ont, par exemple, le diabète de type 2, c'est nécessairement des gens qui ont mangé beaucoup de sucre. Et à l'inverse, c'est pas parce que je mange beaucoup de sucre que nécessairement je vais développer le diabète de type 2, mais il y a des associations. Donc oui, ça peut augmenter le risque de développer le diabète de type 2, je l'ai déjà nommé, maladie cardiovasculaire. Il y aurait certains types de cancers aussi. Donc, tu sais, oui, il y a des risques associés. C'est pour ça qu'il y a des recommandations en santé de limiter la consommation de sucre ajouté, de sucre libre. Ouais. Mais c'est là où il faut faire attention. Si on bouge, si on a besoin de cette énergie-là, il ne faut pas s'empêcher d'en prendre non plus. C'est ça. Donc, je pense que pour mon grand-père, il n'a pas le diabète de type 2, là, mais il serait comme la personne qui devrait avoir le diabète. qui fait comme toutes les... Comme c'est fou comment mon grand-père, il mange du sucre, mais je pense que c'est le fait qu'il a été beaucoup actif dans sa vie. Oui. C'est quelqu'un qui a été très actif, beaucoup de vélo, puis tout ça. Je pense que ça l'a comme aidé à utiliser ce sucre-là. Mais oui, puis il y a un aspect génétique aussi. Oui. Il y a plein d'autres facteurs liés au développement de ces maladies-là. Donc, tu sais, oui, ça augmente le risque de, mais ce n'est pas la seule chose à considérer. Non, c'est ça. Bon, c'est quoi, mettons, si quelqu'un est vraiment là, se dit, OK, c'est bien beau, là, j'ai le droit de manger du sucre, mais qu'elle sait qu'elle en mange vraiment trop, là, que c'est comme disproportionné à ce qui est équilibré, puis c'est quoi tes trucs pour comme venir justement diminuer cette consommation-là? Est-ce que c'est de comme faire des changements, des remplacements, ça serait quoi les trucs? Il y a plein de choses. Il peut y avoir le sommeil, parce que quand on dort pas assez, c'est associé au fait d'avoir plus envie de sucrer le lendemain. Fait que, pourquoi? Ben, mettons, une façon simple de l'expliquer, c'est comme si, vu que je récupère pas suffisamment parce que j'ai pas assez de sommeil pour récupérer, ben, mon corps va comme vouloir aller chercher de l'énergie pour comme compenser l'absence de récupération du manque de sommeil. C'est plus complexe que ça en termes de physiologie, d'hormones, etc. Là, mais grosso modo, c'est un peu ça. C'est que mon corps va essayer de compenser le manque de sommeil par plus d'énergie. Plus d'énergie égale plus de sucre. Fait qu'on va avoir comme tendance à aller vers ça. Donc, quelqu'un qui a tout le temps des cravings de sucre serait de voir est-ce que son alimentation est équilibrée, est-ce que sa routine de sommeil elle est adéquate, est-ce que les aliments qu'elle consomme, tu sais, c'est-tu des aliments qui sont cuisinés par elle ou qui sont plus transformés? Parce que juste, mettons, sans changer l'habitude d'avoir...
on va reprendre l'exemple du muffin, Ouais. sans changer l'habitude d'avoir une collation, un muffin l'après-midi, ben de le cuisiner au lieu de l'acheter déjà fait ou de le cuisiner à partir d'ingrédients versus à partir du petit sachet de poudre, puis on rajoute de l'eau puis un œuf. Ouais. Bien, déjà là, on va être capable d'améliorer le profil de la valeur nutritive de ce qui est mangé sans nécessairement changer tant que ça les habitudes. Là, oui, il va falloir le cuisiner, fait que, mettons, se prendre un temps la fin de semaine ou peu importe, mais, tu sais, au niveau, mettons, du menu, le changement ne sera pas de remplacer mon muffin du commerce par des crudités avec de l'humus, là, parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que ce soit réaliste à maintenir à long terme. Donc, il y aurait peut-être ces stratégies-là. Voir au niveau de l'hydratation, qu'est-ce qui est bu, parce qu'il y a beaucoup de sucre qui est consommé via plus les boissons, tu sais, que ce soit les boissons gazeuses, des jus de fruits, etc. Donc, encore une fois, c'est pas de diaboliser ça, mais si mon hydratation vient principalement de ces boissons qui sont plus sucrées-là, bien, ça se peut que ça fasse monter rapidement la quantité de sucre dans ma journée. Donc, c'est de voir d'où il vient, le sucre qui est consommé, puis qu'est-ce qui est réaliste à changer sans que ce soit quelque chose qui est très drastique, parce que les changements trop drastiques, qu'est-ce qu'on sait, c'est que rapidement, on revient dans nos vieilles pantoufles. Effectivement. Moi, ça me fait les détox de 30 jours sans sucre, là. C'est terrible. C'est terrible. Ouais. Je peux pas croire que ça existe. Le 31e jour, qu'est-ce que le monde fait? Il retombe dans... Ça n'a pas de bon sens, là. Voilà. Puis c'est comme... Ça devient un cycle infernal, là, parce que c'est sans arrêt à recommencer, parce que tu n'as jamais maintenu des habitudes de façon constante, là. Oui, puis tu sais, l'autre chose aussi avec ce genre de détox-là, c'est que c'est pas juste le sucre que tu coupes quand tu fais une détox de 30 jours, parce que là, tu es motivé, tu mets ça en place, fait que là, tu fais attention à, justement, ton activité physique, ton sommeil, etc. Fait que peut-être que tu améliores tes habitudes de vie globales en 30 jours, puis tu en vois des effets bénéfiques, parce que, tu sais, si ça existe, parce que les gens ils aiment ça, puis ils en redemandent. Ouais. Fait que techniquement, oui, ça peut aider certaines personnes à prendre conscience de leurs habitudes, mais est-ce qu'on a besoin de couper à 100% le sucre? C'est là où ça devient un peu extrême, puis plus souvent qu'autrement, bien, les gens ils reviennent vers leurs anciennes habitudes, mais là, en plus, vont se sentir coupables parce qu'ils savent que quand ils avaient coupé le sucre, ils se sentaient mieux, donc c'est de leur faute s'ils se sentent pas bien parce que là, ils ont recommencé à manger du sucre. Puis là, ils font des associations qui ne devraient pas être faites, comme le fait que, justement, c'est juste le sucre, mais tu as fait plein d'autres changements. Puis il y a souvent un effet domino, là, comme, OK, tu as coupé le sucre, fait que tu as eu plus d'énergie peut-être, tu as eu moins de down, donc là, tu as été capable de faire peut-être plus de marche. Peut-être que ton défi incluait, oui, le sucre, mais plein d'autres, comme tu dis, choses. Fait que là, c'est de pas faire la corrélation directe entre « Ah, j'ai perdu du poids, c'est automatiquement le sucre ». Oui, puis le sentiment d'appartenance à la communauté qui fait le défi. Ouais. Tu sais, comme la santé, il y a, oui, la santé physique, mentale, mais sociale aussi. Fait que, tu sais, l'effet d'entraînement, fait que ça aussi qui peut avoir un effet qu'on se sent comme empowered. Oui, ça se dit pas très bien, là, mais tu sais, qu'on se sent comme c'est sûr, moi, ma communauté sur mon puissant. application, c'est ça, là, dans le sens que moi, quand j'ai créé mon app, j'ai dit à mes développeurs, il faut que la communauté soit sur l'application, pas sur un groupe Facebook. Parce que je sais à quel point c'est fort, une communauté. Puis quand tu as une communauté saine, ça va, mais quand tu as justement une communauté... Comme nous, elle est genre régulée, là. S'il y a quelqu'un qui écrit, mettons, sur l'app, c'est quoi vos meilleurs trucs pour comme perdre... Pour se faire vomir. Pour se faire vomir. Ou même, c'est quoi vos meilleurs fat burners? Moi, je vais écrire à la personne, puis je supprime sa publication, là, parce que je veux que ça serait sain. Mais c'est ça, il faut que tu saches analyser dans quelle communauté tu te trouves, puis si elle est nuisible ou pas pour toi. Là, oui, puis tu sais, la nutrition, là, pour vrai, c'est comme la religion ou, tu sais, comme pour qui je vote, là. C'est vraiment comme... C'est ancré avec l'identité de la personne. Fait que souvent, il y a des gens qui prennent ça vraiment à cœur puis qui vont vraiment comme... Tu sais, j'ai vu des affaires là, sur des groupes sans nommer de type d'alimentation, mais tu peux te douter qu'il y a quand même certaines tendances. Il y a des gens qui sont pas gentils, là, puis il y a des gens qui vont chercher de la valorisation. Oui. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont mais là en fait, pour taper on me l'a sur les demandé, autres, là, genre, on m'a demandé en quoi l'alimentation keto peut être nuisible sur le long terme. Tu doutais que... On me l'a demandé, mais parce qu'il y a tellement des... Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Là. J'ai travaillé avec une avocate que sa famille, là, ses parents, là, étaient keto, puis tout le monde était keto. Elle avait de la misère à se concentrer, elle faisait des chutes de pression, elle était pas bien, là. Puis elle se demandait profondément pourquoi, là. Elle faisait pas l'association entre c'est le fait que je mange jamais de glucides, là. Mais justement, c'est quoi que ça a, comme tu sais, pour ceux qui sont fervents de ça, là, je vais vous dire, vous pouvez skipper la prochaine minute, là, je veux pas m'ostiner avec vous. Mais pour les autres, c'est quoi qui s'affecte, en quoi c'est nuisible sur le long terme d'être keto, finalement? Puis keto, on va le définir peut-être aussi. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, il y a keto, puis il y a alimentation faible en glucides. Puis dans la littérature, bien, il y a comme plein de... On peut le rediviser, alimentation faible, très faible, très, très faible, puis keto. Keto, c'est quand tu prends moins de 50 grammes de glucides par jour. Une banane, c'est 30 grammes. Oh, mon Dieu! Une tranche de pain, c'est autour de 20 grammes. Fait que, tu sais,
Hey, j'en mange beaucoup, moi, là. Oui, puis c'est normal. Tu veux en manger plus que 50 grammes d'habitude. Donc, il faut vraiment couper beaucoup de groupes d'aliments. Tu sais, comme les fruits, il te reste plus grand-chose que tu as le droit de manger. C'est vraiment des minuscules portions, puis ça va être genre des fraises, puis c'est à peu près tout. Même dans les légumes, il faut que tu coupes. Après ça, les produits céréaliers, bien, il faut que tu coupes la très, très grande majorité. Les légumineuses sont des aliments qui sont vraiment très intéressants d'un point de vue de la santé. Bien, il faut que tu les coupes pour la majorité ou que tu en prennes des vraiment minuscules portions parce que ça contient des glucides. OK. Donc, ça fait en sorte que tu enlèves beaucoup d'aliments, donc tu enlèves beaucoup de variétés et donc tu enlèves beaucoup de sources de vitamines et minéraux qui sont essentiels. Donc, ceux qui arrivent, puis, tu sais, you do you, là. Effectivement, il y en a qui adoptent l'alimentation keto, puis que c'est révolutionnaire dans leur vie, puis que ça change tout parce qu'ils ont comme pas le choix de cuisiner plus. Là, après ça, l'industrie s'adapte, qu'il y a plus d'offres de produits keto, mais généralement, les gens vont avoir besoin de cuisiner plus s'ils veulent le faire de façon équilibrée. Donc, ça se peut que si tu passes d'une alimentation qui est ultra transformée, puis que là, du jour au lendemain, tu deviens keto, tu cuisines plus, tu te mets à t'entraîner, tu te mets à faire plein de changements dans ton mode de vie, ça se peut que tu te sentes mieux qu'avant. Ça t'appartient, puis c'est correct. Mais là où c'est problématique, c'est justement sur les groupes de réseaux sociaux que le monde dise que tout le monde devrait être keto, que le sucre, c'est le démon, qu'on ne devrait jamais en manger. Bien, c'est là qu'on passe peut-être à côté de quelque chose parce que, bien, effectivement, la diète keto, ça fait pas si longtemps qu'elle est étudiée. Donc, à la dernière fois que j'avais vérifié, puis là, ça doit faire 6 mois, 1 an là, que j'avais fait des recherches là-dessus. Fait excusez-moi s'il y a quelque chose de nouveau qui est sorti la semaine dernière, mais ce qu'on sait, c'est que autour de 2 ans, c'est pas mal les plus longues études qu'on a faites, c'est autour de 2 ans. Fait qu'on sait pas autour de 5, 10, 15, 20 ans l'impact que ça peut avoir. Tu sais, la diète keto, ça a été démontré comme étant efficace pour l'épilepsie réfractaire à la médication. Donc oui, ça peut aider certaines populations, mais monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas d'épilepsie, qui n'ont pas d'enjeux au niveau de la santé, il n'y a pas tant de bénéfices que ça à adopter une alimentation keto. Au contraire, c'est beaucoup plus compliqué. Puis plus souvent qu'autrement, les gens qui disent qu'ils mangent keto ne mangent pas keto. Parce que pour aller en état de cétose, il faut manger des quantités très faibles de glucides. Puis là, j'ai nommé les aliments qui en contiennent beaucoup puis qu'il faut couper, mais du brocoli, ça en contient aussi. Là. Fait que, il faut quand même, si tu veux vraiment manger keto, tu peux pas manger tant que ça de légumes. Puis mon Dieu! Oui, il faut que... C'est ça. C'est quand même assez restrictif. Puis après ça, tu as l'alimentation qui est faible en glucides, qui ne va pas t'amener à être en état de cétose, mais qui va limiter beaucoup d'aliments, justement, qui contiennent des glucides. Que là, c'est un peu la même chose. C'est moins sévère que keto, mais tu ne vas pas entrer en état de cétose. Mais ça vient quand même avec l'aspect restrictif. Puis, les diètes, là, que ce soit keto ou faible en glucides... On dirait que je comprends pas, parce que niveau calories, là... Il y a bien plus de calories dans 1 gramme de lipides que dans 1 gramme de glucides. Mais c'est beaucoup plus rassasiant. Fait que les gens se sentent rassasiés plus rapidement, donc vont avoir tendance souvent à manger moins de calories au total parce que les aliments sont plus bourratifs, entre guillemets. Mais tu sais, parmi les éléments déclencheurs des troubles alimentaires, là, un des plus importants, c'est de suivre une diète. Fait que soit une diète keto, une diète végane, une diète peu importe laquelle qu'on nomme. Bien, de suivre une diète, d'aller dans la restriction, ça a des effets négatifs, que ce soit d'un point de vue de la composition de l'assiette, fait que keto qui n'est pas très varié, mais juste d'aller vers la restriction, ça peut nous amener vers un trouble alimentaire, puis ça, c'est pas joyeux. C'est ça, c'est plus... À long terme, c'est ça le problème, finalement, c'est le côté plus psychologique aussi là, de la chose. Oui, vraiment les deux. Tu sais, des fois, j'ai l'impression, puis là, ça, c'est vraiment très anecdotique, ce que je vais dire, mais tu sais, j'avais été sur des groupes de keto, justement, parce que je faisais un projet pour un de mes cours là-dessus. Peut-être avoir du fun. Bien, je te dirais du fun, mais aussi, genre, pour vrai, ça me faisait de la peine, les gens qui se faisaient ramasser, parce que des fois, il y avait des gens qui disaient comme, tu sais, j'ai été poche, j'ai perdu le contrôle, j'ai mangé telle affaire. Puis là, t'avais des gens qui se voulaient être encourageants, puis dire, ben non, tu sais, demain, t'as un autre jour en an. T'avais du monde qui était comme, ben si tu veux vraiment, blablabla, puis qui était vraiment méchant. Go hard or go home, là. Genre, vraiment. Puis, tu sais, la réalité, là, c'est que quand tu manges pas beaucoup de glucides, ben tu sécrètes peut-être un petit peu moins de dopamine, de sérotonine. Puis c'est ça qu'on appelle, tu sais, être angry. Oui, oui, le mélanger hungry puis hangry. Ben, c'est ça, tu sais, les gens qui mangent pas assez de glucides, tu sais, ou quand tu as très faim, tu peux être plus irritable. Ben c'est ça que j'avais l'impression sur ces groupes-là. J'étais comme, mon Dieu, tout le monde est sur le bord de s'envoyer chier pour absolument rien. Comment elle a le droit d'avoir mangé un beigne puis d'être pu être en état de cétose pour la fin de semaine? Là, comme, qu'est-ce que ça change dans ta vie à toi? Mais c'est ça, je trouvais que c'était quand même assez intense. En fait, toutes les gens, toutes les communautés, comme tu dis, les groupes qui se créent comme ça, ils deviennent comme une religion, là. Ils deviennent vraiment intenses dans leur valeur accordée à cette diète-là. Tu es caché derrière ton écran, fait que tu te permets encore plus que, tu sais, cette personne-là qui pleure à côté de toi en personne, tu vas-tu lui dire ça dans sa face?
Moins sûr. Peut-être pas. Là. Ouais, c'est ça. En tout cas, j'espère pas. Après ça, ça dépend des personnalités. Bon, vu qu'il nous reste plus beaucoup de temps, je vais te poser une question qui... OK, quelqu'un qui me demande comment l'activité physique peut influencer la façon dont le sucre est métabolisé dans le corps. Mais dans le fond, quand que je fais de l'activité physique, je vais utiliser le sucre en circulation. Puis ça peut faire en sorte que j'ai une petite baisse d'énergie. Donc, si je n'ai pas consommé de sucre avant, c'est mes réserves de glycogène, donc le sucre dans mon foie, dans mes muscles. S'il n'est pas à un niveau qui est adéquat, ça se peut que je sente une baisse d'énergie et que j'ai de la misère à performer dans mon sport. Donc, c'est important d'avoir suffisamment de glucides pour avoir de l'énergie pour bouger. Ouais. Après ça, comment que l'activité physique a un impact. Mettons de façon plus générale, pas mettons, à l'activité physique aiguë, mais plus de façon générale, on va parler de résistance à l'insuline. Là, on revient avec l'insuline qui fait rentrer le sucre dans nos cellules. Si je mange souvent du sucre, que je fais souvent des fluctuations de ma glycémie, donc que je sécrète beaucoup d'insuline, mon corps peut s'habituer, donc développer une certaine résistance. Puis c'est quand que la résistance atteint un certain seuil que là, on va parler de diabète. OK. Donc, l'activité physique, qu'on ait le diabète ou pas, ça l'aide à optimiser, mettons, à réduire la résistance à l'insuline. Fait que si j'ai pas de résistance à l'insuline, ça ne changera pas grand-chose. Mais si je suis en train de le développer, par exemple, ça va m'aider à ce que mon insuline soit plus efficace. Donc, j'ai moins besoin d'insuline pour faire rentrer le glucide dans mes cellules. OK. C'est cool. C'est comme un petit traitement maison. Oui, c'est l'activité physique pour vrai, puis on va en parler dans le prochain épisode. Oui. Mais ça a tellement de bienfaits autre que, des fois, les gens vont juste comme vouloir bouger pour brûler des calories, mais ça a tellement d'autres effets bénéfiques. Ça en est un exemple. Question à rafale. Ta suggestion lecture? Par rapport au sucre, le livre, il n'est pas sorti récemment. Ça date de 2016, si je ne me trompe pas, mais c'est Le sucre, vérité et conséquences de Catherine Lefebvre, qui s'intéresse autant à l'histoire d'où vient le sucre, parce que, avant, le sucre, c'était comme une denrée rare de personnes riches, puis justement, c'était associé à la prestance, etc. Alors que maintenant, c'est plus son omniprésence qui peut devenir problématique. Fait que de son histoire jusqu'à tout ce qui est justement l'aspect métabolisme du glucide, des glucides, les différents types de glucides. Donc, ce livre-là, consacré au sucre est vraiment intéressant. Mais considérant que le sucre est beaucoup associé à de la désinformation, la deuxième suggestion que j'avais en tête, c'est « N'avalez pas tout ce qu'on vous dit » de Bernard Lavallée. J'adore. Moi aussi, je l'ai lu. C'est super bon. Ouais. Vraiment. Suggestion podcast. Là, je vais jumeler les deux. Bernard et Catherine ont un podcast qui s'appelle « On s'appelle et on déjeune » qui ont vraiment plein de sujets très, très variés en lien avec l'alimentation de près ou de loin. Fait que ça serait mon autre suggestion. Je l'ai aussi écouté beaucoup. Ton meilleur conseil bien-être? Faut-il que ça fasse un lien avec le sucre? Non. Écouter son corps. Parce que, justement, les fluctuations de glycémie, on est capable de les ressentir. Donc, si on les a jamais écoutées, on ne saura pas nécessairement ce qui se passe. On va juste sentir qu'on se sent fébrile ou qu'on se sent amorphe. Ouais. Mais la réalité, c'est que c'est des symptômes, c'est des signes que notre corps nous envoie. Donc, d'apprendre à être davantage à l'écoute de son corps serait le conseil général. Qui a quand même un petit lien avec le sucre, là, mais qui serait mon conseil. Très bon conseil. Un devoir pour nos auditeurs suite à l'épisode, genre d'un devoir comme une action à faire suite à l'épisode. La prochaine fois que vous mangez quelque chose de sucré, de prendre le temps de le savourer à table, assis, puis pas juste la saveur du sucre, mais aussi les textures, le pourquoi j'ai envie de cet aliment-là, qu'est-ce que ça me rappelle, est-ce que c'est justement un aliment qui me rappelle des souvenirs, dans quel contexte je le mange habituellement. Donc, de faire peut-être une petite analyse. Pourquoi j'aime ces aliments-là, puis qu'est-ce qu'ils m'apportent de positif plutôt que de se taper sur la tête en tête que c'est quelque chose de négatif, alors que c'est pas le cas. Parfait, c'est un très bon devoir. Puis, dernière chose, là, on va en parler dans l'autre épisode aussi, mais c'est pas grave. Où peut-on te trouver sur les réseaux sociaux et les internets si on veut plus d'informations? Dans le fond, sur Instagram, j'ai karinepaiement.dtp, où là, c'est un petit peu plus, peut-être pas ma vie personnelle, mais mettons plus en lien avec mon doctorat, etc. Okay. Puis après ça, ma pratique clinique, il y a comme deux volets. Il y a Endorphine Nutrition Sportive. Donc, sur Instagram, c'est Endorphine Nutrition. Sur Facebook, c'est Endorphine Nutrition Sportive. Okay. Et ça, c'est le volet plus les gens qui s'entraînent, qui veulent faire, par exemple, des demi-marathons, d'Ironman, etc. Puis il y a Nutri sans chichi, qui est le volet plus consultation médicale, pas consultation médicale, pardon, consultation en nutrition, mais dans un contexte où, par exemple, j'ai du diabète, maladie cardiovasculaire, symptômes digestifs, etc. Là, ça va être Nutri sans chichi, Instagram et Facebook. Okay. Puis chacun ont leur site web. Fait que endorphinenutrition.com puis cliniquenutrisanchichi.com.
Crème, t'en fais des choses. Un peu. Merci vraiment beaucoup. C'était vraiment intéressant. Pour vrai, je suis sûre que les gens ont full appris de choses. Même moi, j'en ai appris vraiment beaucoup. Puis là, on va te retrouver dans un autre épisode, un épisode 2, dans quelques... Ben, nous, on l'enregistre maintenant, mais dans quelques semaines, pour ceux qui suivent mon podcast. Suspense. Suspense, voilà. Fait que merci beaucoup. Merci à toi.